Et est-ce que tu veux mettre le film d'abord? Comment ça se fait? Bon, ouais, on peut soit on met le film d'abord et puis après on se présente. Ok, bah. On peut annoncer qu'on passe le film. C'est ok, non? Ouais. Bon, ben, on va d'abord passer la présentation en fait, des arènes du livre de Thibaut par. Donc c'est un petit peu la vidéo officielle de présentation de son bouquin. Et après, on parlera de. Lui, c'est un journaliste non indépendant qui a fait une enquête de 6 ans sur les ESAT. Donc les ESAT qui sont des établissements médico-sociaux. Je mes notes. Donc ouais, les ESAT sont des établissements médico-sociaux qui dépendent de l'action sociale et des familles. Donc c'est des structures en fait qui sont subventionnées 70% par l'État, il reste 30% pour les ESAT pour créer faire de l'argent en fait après pour en faire ce qu'ils doivent en faire. Pour fonctionner, voilà. Donc Thibaut Petit, donc, qui était journaliste indépendant, qui a fait une école de journalisme, a commencé en fait, s'est intéressé en fait aux usagers en ESAT, pas parce qu'il était concerné personnellement, il le dit que c'était lors de sa formation de jeune journaliste, en fait, il a eu une journée où il devait aller rencontrer des entreprises. Et en fait, il dit qu'il a choisi un petit peu par facilité un ESAT parce que c'était relativement facile pour lui de rencontrer une structure d'ESAT. Et en fait, il s'est aperçu que au début, il trouvait ça très bien. Il a rencontré un moniteur qui lui a dit que c'était des travailleurs en fait qui produisaient autant qu'en milieu ordinaire, mais que c'était pas des salariés, qu'ils étaient payés d'une autre façon. Enfin bon, du coup, bon, il est revenu après dans son truc de journalisme et il a réfléchi en fait après coup. Au début, il trouvait ça bien. Il s'est aperçu en fait qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que ces gens ne dépendaient pas du code du travail et c'est à partir de ça qu'il s'est intéressé en fait aux usagers en ESAT, donc qui sont hors code du travail, qui ne sont pas salariés, donc qui sont considérés comme on dit usagers, parce que comme on dit usagers pour les services publics, comme tu vas à l'hôpital, comme tu prends le train, voilà, donc c'est ce qui est particulier chez lui. Donc là, je peux lire éventuellement dans la projection la façon dont il présente lui aussi les choses. Après, on pourra passer. Alors il dit les travailleurs particuliers. Il dit l'administration considère qu'une personne est en situation de handicap quand ses capacités à vivre en société sont altérées de manière substantielle, durable ou définitive. En 1950, des associations ont créé les CAT, donc les centres d'aide par le travail. Ils sont devenus ESAT, établissements et services d'aide par le travail, en 2005. Ces établissements chargés d'accompagner, de former et d'insérer les handicapés reçoivent des dotations de l'État pour 70% de leur budget. À eux de trouver les 30% de chiffre d'affaires restants. Les handicapés n'y sont pas des employés comme les autres. Appelés usagers, ils sont exclus du Code du travail en vertu d'un statut dérogatoire, mais les ESAT sont aussi des entreprises soumises à un impératif de rentabilité et de compétitivité, recrutent, elles, des travailleurs ou des usagers. C'est une question qui pose, est-ce que c'est des travailleurs, est-ce que c'est des usagers? Donc le flou s'installe avec la perte de sens et la possibilité d'abus. Voilà, ça c'est un petit peu... c'est présenté comme ça par les arènes. Donc il y aurait plus de 120 000 Français travaillent sans dépendre du Code du travail. Ils sont payés à la moitié du SMIC. Qui s'en soucie? Point d'interrogation. Voilà, ben là tu peux
peut lancer le... Dans mon enquête, moi je suis parti du principe qu'on n'entendait jamais ces travailleurs handicapés. J'en ai rencontré beaucoup. Dont certains m'ont particulièrement marqué. Je pense à deux frangins. L'un, Sébastien, fabriquait des monteurs, il était soudeur-monteur, et Robin, son frère, il avait des plaques de plastique toute la journée dans un vieux hangar. Les deux se plaignent toujours d'ailleurs, des pressions qu'ils subissaient. On leur demandait toujours d'aller plus vite, de faire plus. On sentait surtout une famille qui était complètement démunie, sans défense par rapport à tout ça. Je suis Thibaut Petit, journaliste indépendant, né à Laval en Mayenne, et auteur du livre Handicap à vendre, dans lequel je relate 6 ans d'enquête sur le travail handicapé en France. La première fois que je me suis intéressé à ce sujet, c'était il y a 6 ans. J'étais encore à l'école de journalisme à Strasbourg. Les consignes étaient assez claires. On avait une journée pour trouver un sujet, faire un reportage, le rendre. Par facilité, je m'étais rendu dans un ESAT, c'est-à-dire un établissement qui emploie seulement des travailleurs en situation de handicap. Et sur place, j'avais rencontré deux travailleurs handicapés qui étaient tout à fait ravis d'être ici. Et un encadrant qui m'avait raconté que dans son établissement, les exigences étaient les mêmes que dans les entreprises classiques. Et moi, j'avais trouvé ça assez impressionnant et je lui avais demandé comment étaient payés ces travailleurs handicapés, quel montant. Et là, il m'avait répondu que c'était un peu compliqué, que c'était pas vraiment des salaires, mais une sorte de rémunération. Et moi, j'avais trouvé ça très bien. C'est bien après que je me suis dit qu'il y avait quand même une contradiction et que j'ai commencé à enquêter sur ce milieu-là. La différence entre un travailleur en ESAT et un travailleur valide, c'est le statut. Un travailleur handicapé en ESAT ne dépend pas du code du travail, il dépend du code de l'action sociale et des familles. Ça veut dire que ce n'est pas un salarié, c'est un usager comme l'usager d'un service public, l'usager de la SNCF ou l'usager d'une maison de retraite, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas de salaire minimum, qu'il a une sorte de rémunération qui est en moyenne de 750 € net pour 35 heures de travail, ce à quoi il faut bien sûr ajouter des prestations sociales. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'exercer ses droits syndicaux, qu'il n'a pas le droit de faire grève, qu'il n'a pas le droit de saisir les prud'hommes, ni l'inspection du travail. Ce statut, aujourd'hui, il est vécu comme une humiliation par les travailleurs handicapés, il est vécu comme une privation de droits. Déjà, il faut savoir qu'il y a environ 120 000 usagers d'ESAT en France, ce qui n'est pas rien, et qu'il y a environ 1400 établissements qui sont implantés vraiment partout en France, mais plutôt à la périphérie des villes, et voire carrément à l'écart des centres urbains. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas des entreprises, c'est des établissements qui sont médico-sociaux. L'une de leurs missions principales, c'est évidemment d'offrir ou de donner à des gens qui sont exclus du monde du travail car considérés comme non adaptés, un job, une qualification, une activité, un travail qui soit en adéquation avec leur invalidité. Un ESAT, c'est à la fois un lieu d'accompagnement social, il peut y avoir des psychologues et des assistants sociaux, et aussi un lieu d'inclusion professionnelle. À la base, ces établissements-là avaient été pensés comme des tremplins vers le milieu ordinaire, c'est-à-dire des lieux de passage uniquement. Sauf que, comme je le montre dans mon enquête, il y a moins de 2% des gens qui intègrent un ESAT qui vont un jour dans le milieu ordinaire. Ces établissements ont beaucoup évolué depuis leur création, c'est des lieux où on demande du rendement, on demande de l'efficacité. C'est devenu, au fil des années, des lieux de production propres, autonomes, qui sont en concurrence entre eux, et qui a même de la concurrence avec les entreprises. Le plus souvent, ces établissements-là passent des contrats de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises ou des collectivités. Ça veut dire qu'il y a des impératifs de productivité et de rentabilité. Et ça veut dire aussi que, contrairement à ce qu'on peut penser, ces ouvriers-là, ces travailleurs handicapés-là ne font pas que des tâches simples et répétitives, elles font aussi du travail à forte valeur ajoutée. Ça veut dire que les directeurs d'établissement ont besoin des meilleurs éléments pour faire tourner la boutique, tout simplement, et qui sont parfois réticents à laisser partir leurs meilleurs ouvriers handicapés. Et moi, il y a beaucoup de directeurs d'établissement qui m'ont expliqué que en 10 ou 12 ans de carrière, ils n'avaient jamais vu un seul de leurs ouvriers handicapés accéder au milieu ordinaire. Il y a beaucoup d'ESAT qui travaillent notamment sur les box internet qu'on a tous chez nous, qui les désossent, qui les déconditionnent et qui les reconditionnent. Ça, c'est une tâche qui existe beaucoup. Il y a aussi beaucoup de marques qui font fabriquer des présentoirs qu'on voit dans les magasins. Il y a aussi des ESAT qui font du maraîchage, du compostage, de l'impression, du numérique, de la communication, voire de la menuiserie. Tous les jours, on lit dans les journaux que l'ESAT inclut, qu'il aide
qu'il a un CR qui l'accompagne, qui soutient. Et en réalité, on ne s'intéresse jamais aux conditions de travail, on ne s'intéresse jamais au statut de ces personnes, on ne s'intéresse jamais à leur rémunération et on s'intéresse encore moins à leurs aspirations professionnelles et personnelles. Dans mon enquête, moi je suis parti du principe qu'on n'entendait jamais ces travailleurs handicapés. J'en ai rencontré beaucoup, dont certains m'ont particulièrement marqué. Je pense à deux frangins qui s'appellent Sébastien et Robin dans les Cévennes. Deux gaillards grands et forts, épileptiques aussi. L'un, Sébastien, fabriquait des disjoncteurs, il était soudeur-monteur, et Robin, son frère, lavait des plaques de plastique toute la journée dans un vieux hangar. Les deux se plaignaient, et se plaignent toujours d'ailleurs, des pressions qu'ils subissaient, on leur demandait toujours d'aller plus vite, de faire plus. Et le papa, lui, était en conflit avec l'établissement. On sentait surtout une famille qui était complètement démunie, sans défense par rapport à tout ça. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand je suis allé chez eux, la première chose qu'il a dite, c'était de parler du prix du café. À l'ESAT, qui était de 40 centimes pour les travailleurs handicapés et 15 centimes pour les salariés, c'est-à-dire pour les encadrants. En disant ça, en fait, ils résumaient beaucoup de choses de leur statut, beaucoup de choses de la manière dont ils étaient considérés. La deuxième personne qui m'a marqué, c'est Emilien, qui est un gars qui a fait des études de droit, 2 ans de droit, avant de tomber malade et d'être diagnostiqué schizophrène dysthymique. C'est un gars très intelligent, très cultivé, à l'aise à l'écrit, très à l'aise à l'oral aussi. Après 10 bilans de compétences, on a estimé qu'il ne serait pas capable de travailler dans le milieu ordinaire, et donc il a été orienté en ESAT. Étant donné son profil particulier, très qualifié, on lui a donné une espèce de poste hybride entre usager et salarié, où il était agent d'accueil administratif. Donc ses missions étaient assez simples, il devait donner le journal le matin à sa directrice, il devait imprimer les menus de la cantine dans la journée, relever le courrier, mais sans jamais pouvoir l'ouvrir, puisque c'était un usager et non un salarié. Et comme c'était un usager, il n'avait pas non plus accès à l'intranet de l'établissement, c'est-à-dire au réseau interne, et il devait aller prendre son café dans la salle de repos des usagers, où le café était payant, alors qu'il y avait une salle de repos des salariés où le café était gratuit juste à côté de son poste. Il a très très mal vécu son passage en ESAT, il a fini par être hospitalisé dans une clinique, il a eu des idées noires. Il a fini par quitter l'établissement, tout simplement, parce qu'il n'en pouvait plus, qu'il se sentait déconsidéré, humilié et oublié. Emilien, c'est l'un des exemples les plus frappants du mal-être qu'il peut y avoir dans ces établissements, et surtout des erreurs d'orientation qu'il peut y avoir. En l'occurrence, Emilien, il n'avait rien à faire dans un ESAT, au regard de son profil et du gars que c'était, tout simplement. Et moi, ce qui m'a marqué avec lui, c'est qu'on se demande, mais pourquoi la société n'est pas capable de faire une place à des gens comme ça, quoi. Cette enquête m'a appris à désapprendre, c'est-à-dire que je me suis rendu compte en enquêtant et en m'intéressant à ce milieu-là, qui est très complexe et qui est bourré de sigles, et qui est en même temps complètement impersonnel quand on regarde ça de haut, ça m'a appris que les handicapés n'existaient pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a les institutions et les discours politiques qui construisent ces gens-là comme un groupe entier, à part, un groupe homogène, ayant les mêmes aspirations, les mêmes envies, et pouvant se faire représenter par les mêmes personnes. Or, c'est pas du tout le cas. Et en fait, le point commun de tout ça, pourquoi on les met dans un groupe homogène, c'est parce qu'on pense qu'ils ont un point commun, c'est une invalidité, qu'elle soit sensorielle, psychique, physique ou mentale. On estime que c'est un groupe homogène parce qu'ils ont une invalidité, mais ça n'a aucun sens. En fait, ça n'a aucun sens. Le handicap n'est pas du tout une identité. Et aujourd'hui, on a une secrétaire d'État aux personnes handicapées qui vient de sortir un livre dans lequel elle parle des 12 millions de personnes handicapées en France, mais elle en parle comme d'un seul bloc. Or, ça n'a strictement aucun sens. Et moi, je pense au contraire que ce discours, il légitime le discours d'exclusion. Voilà, le handicap n'est pas une identité, point barre. Voilà, donc, on va continuer par une présentation. Bon. Là, après la vidéo, donc de présentation, partie voluminale de son livre, partie petite de son livre, nous
ce que j'avais proposé moi de faire par rapport à cette réunion, c'était d'expliquer un petit peu le parcours, mon parcours à moi en tant que travailleur handicapé en EA. Donc moi je suis pas usagé. Hein. J'ai travaillé pendant 17 ans dans une entreprise adaptée ici en Ille-et-Vilaine. Ça s'appelait Bretagne Atelier, qui a changé de nom. Et comme j'étais un peu militant avant d'être dans cette EA, je me suis mis comme... j'ai été balancé par mon syndicat, en l'occurrence Force ouvrière, comme délégué syndical. Je ne connaissais pas grand-chose à tout ce qui était juridique au niveau syndical. Et en fait, ils m'ont dit, il vaut mieux que tu te syndiques, parce que me connaissant, bon, ils savaient que je n'étais pas du genre à me laisser faire ou à marcher sur les pieds. Ils m'ont mis comme délégué syndical. À l'époque, c'était possible de présenter un délégué syndical dans une entreprise où il n'y avait pas ce syndicat reconnu par l'État n'était pas représenté. Donc, je suis devenu délégué syndical comme ça. Et en fait, c'était en 2000 ça. Et après, je me suis aperçu, donc je vous raconterai ça après avoir présenté Olivier, que donc tout ce que raconte Thibaut, en fait, moi je l'avais plus ou moins vu de mon milieu 2A. Je m'étais aperçu en fait que on pouvait très facilement glisser des travailleurs handicapés qui étaient dans le code du travail, donc reconnus comme salariés. En fait, on pouvait facilement les glisser de l'EA vers les ESAT de cette entreprise, parce que cette entreprise possédait des ESAT, plusieurs ESAT. Et en fait, Entreprise adaptée. voilà, l'entreprise adaptée, contrairement aux ESAT, donc on est des salariés, on dépend de... Moi, je dépendais de la métallurgie, par exemple. On avait des conventions collectives qui C'est dépendaient... les 6%? Non, l'entreprise, on n'était pas entreprise ordinaire encore. On était au début, les entreprises adaptées s'appelaient ateliers protégés. Et les CAT, donc les ex-CAT, sont devenus... qui étaient donc des personnes qui n'étaient pas dans le champ du Code du travail, ceux-là sont devenus les ESAT. Donc nous, on est passé ateliers protégés, entreprises adaptées, et eux sont passés CAT et ESAT. Donc voilà, je me suis aperçu que il y avait ces glissements qui se faisaient de façon un peu trop facile, selon ce que je voyais. Et du coup, ça a été un petit peu pendant mes 17 ans en fait mes 17 ans de travailleurs handicapés en fait ont surtout consisté à dénoncer ces pratiques de sortie du code du travail des travailleurs handicapés pour les mettre en ESAT. À partir de là, au moment où j'étais un petit peu en conflit avec eux à ce sujet, j'ai rencontré donc Olivier que je vois pour la première fois, parce que c'est une histoire de réseaux sociaux en fait, nos histoires. Hein. On s'est rencontrés sur un forum d'éducateurs, enfin c'était le social, ça. Ouais, un forum général, ça s'appelait le social. Ouais, voilà. Sur lequel moi j'étais allé un petit peu pour poser des questions par rapport à ce que je voyais dans mon EA, qui était avant atelier protégé, qui était devenu, qui a changé de statut. Enfin, les appellations ont changé avec la loi 2005. Avant, on était atelier protégé, après 2005, on était entreprise adaptée. Et quand je me suis aperçu, donc, on s'est connus par les réseaux sociaux, par ce forum du social, là, sur lequel j'étais aussi. Et en fait, quand j'ai décidé de partir sur le livre de Thibaut, parce que Thibaut, c'est grâce à Olivier que je l'ai rencontré, en fait. C'est lui qui m'a donné ses coordonnées, parce qu'à l'époque, c'était au début de son enquête, hein, en fait, je pense. Il cherchait, il s'était aperçu, en fait, que pour trouver des travailleurs, des usagers qui s'expriment, on pouvait les trouver sur les réseaux sociaux, sur certains forums. Et en fait, c'est de cette façon-là qu'il a pu en rencontrer, prendre contact. Il a même passé une annonce, je crois, hein, pour dire... moi, j'enquête sur les ESAT, donc si vous voulez témoigner. Et c'est vrai que les gens dans les établissements, ils s'expriment peu.
Ils ont peur peut-être, ou ils ne se sentent pas en capacité de... Ils n'ont pas d'organisation syndicale. Voilà, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'effectivement, les usagers, comme ils sont hors code du travail, ils n'ont pas les droits d'un salarié, donc ils n'ont pas de représentant du personnel, comme il a rappelé, ils n'ont pas de délégué syndical. Donc en fait, c'est des sous-travailleurs, quelque part, c'est un statut complètement aberrant aujourd'hui par rapport à ce que lui décrit dans son livre. Donc Olivier, moi ça m'avait intéressé, c'est lui qui m'avait remarqué en fait, je crois. Oui, on a commencé à discuter avec On avait commencé à échanger en fait, et on a gardé des relations comme ça par les réseaux sociaux. Et donc c'est la première fois aujourd'hui qu'on se voit, faut le dire, physiquement. Et Olivier, donc lui, son parcours, il va le raconter lui-même par rapport à ce que je viens de dire sur les réseaux sociaux. Donc, tu peux te présenter maintenant. Donc moi je travaillais pour une association, j'étais éducateur technique. Alors éducateur technique, c'est un type ce sont des types qui ont un métier de base, principalement manuel, ça peut être un plombier, un menuisier, un réparateur électroménager. Et pour une raison ou pour une autre, ils vont enseigner ça à des jeunes. Alors moi, c'était en IM Pro. Éducateur technique, c'est plutôt dans des institutions comme ça. C'est plutôt, c'est pas dans l'éducation nationale. Bien que j'ai été avant prof remplaçant en lycée professionnel. Donc là, j'étais en IM Pro. Alors, est-ce que sur les sigles, tu peux juste, vous Ouais, pouvez préciser. dire ce que c'est, le nom total. IM Pro. d'accord. Alors IM Pro, c'est Institut médico-professionnel. Ça se rapproche des IME, Instituts médico-éducatifs, sauf que dans l'IM Pro, apparemment, il paraîtrait que ça n'existe plus maintenant, les IM Pro, pourtant je pense que moi ça existe encore, celui où j'ai été. Donc c'est à peu près les mêmes jeunes, ce sont des jeunes mineurs qui sont la plupart du temps placés par la DAS. Pourquoi? Parce que soit eux, ils sont dangereux chez eux pour leur famille, ou soit c'est leur famille qui est dangereuse pour eux. Donc ils sont enlevés de leur famille par les assistantes sociales, etc. Enfin tout un système social de protection de l'enfance, puisqu'ils sont mineurs, et qui les met en institution. Alors l'IM Pro, c'est donc pour les préparer normalement à avoir, peut-être pas un diplôme professionnel, mais au moins une formation professionnelle. Alors c'est des grosses institutions. Donc celui où je travaillais, c'est pour une association qui s'appelle l'AXEA, Association calvadosienne de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Et c'est une très grosse association du Calvados, la plus grosse association. Je crois qu'il y avait 1000 salariés à peu près en tant qu'éducateurs, salariés uniquement, pas les jeunes, je parle des encadrants, c'est-à-dire éducateurs, assistantes sociales, tout ce qu'il y a, y compris secrétaires et autres. Très grosse association. Il y en a un peu comme ça dans d'autres départements. Je sais que dans la Manche, ils ont l'ADSEAM, qui se rapproche de ça, et je crois qu'en Bretagne, il doit y en avoir une aussi, une très grosse association, qui n'ont plus rien à voir avec la petite association, même des fois, même l'esprit associatif, même on pourrait discuter là-dessus. Enfin bref, cette association-là, elle avait, entre autres de toutes ces structures éclatées sur le Calvados, elle avait donc cette IM Pro, là, qui datait, je crois, des années 50. C'était un ancien, je dirais un château, je dirais une grosse demeure bourgeoise, il y en a beaucoup comme ça qui ont donné leur château aux associations dans les années d'après-guerre, je crois, donc là ça en faisait partie, il était un peu délabré le château, mais c'est la partie administrative. Et nous, dans le parc, on avait des sortes d'ateliers, c'était des ateliers, ouais, on peut dire ça, je dis des sortes parce que les bâtiments étaient assez... je venais quand même de passer plusieurs années de remplacement à l'éducation nationale, où on a quand même des lycées techniques qui se tiennent. Là, c'était un peu du Dickens, si vous voulez. Les bâtiments, ça datait. Je suis arrivé, moi, j'ai été embauché le 6 septembre 2000. Je me revoyais dans les années 50-60. Même le lycée technique auquel j'ai passé, moi, mon CAP en 1977 dans les Yvelines, et pour moi, ça me paraissait neuf et impeccable par rapport à ces bâtiments-là. Dans ces bâtiments-là d'atelier, il y avait des éducateurs techniques comme moi. Il y avait des éducateurs qui s'occupaient des jeunes qui sont placés, qui dorment là, qui dorment, qui mangent, qui vivent là. Certains reviennent chez eux le week-end, justement, quand c'est autorisé. Si la famille est dangereuse, ils ne vont pas revenir chez eux le week-end. Ils sont plutôt placés dans des parents, mais qui ne sont pas dangereux, qui ne sont pas, quand il y a eu des violences sur les jeunes. Quoi. Donc il y a des pensionnaires, il y a des jeunes qui vont rester comme ça quasiment toute l'année. Et pour plusieurs années, ça peut rester jusqu'à 5-6 ans. Leur parcours peut rester jusqu'à 5-6 ans dans l'IM Pro.
Et sinon, nous, les éducateurs techniques, on était à peu près, je dirais à peu près une dizaine, peut-être un peu plus. Les ateliers, donc il y avait, moi j'étais en métallerie, parce que je suis métallier à la base, métallier sonnerie, soudeur, etc., le travail du métal, quoi. Il y avait menuiserie, il y avait cuisine, horticulture, mécanique auto, et, maçonnerie. Donc voilà, ça c'était les ateliers. Donc moi j'étais en métallerie, dans cette association, dans cette IM Pro là, et au bout d'un moment, donc nous si vous voulez, on n'a pas d'impératif de passer un diplôme. On doit leur donner des gestes professionnels, apprendre. Donc moi je leur apprenais à souder, à travailler le métal, à servir des machines qu'on avait, où j'avais réussi à demander sur le budget, et puis beaucoup d'outillage manuel, la scie à métaux, la lime, etc., pour ce que fait le métallier quand il travaille, quoi. Et en fait, comment je suis arrivé à l'ESAT après, c'est que je me suis aperçu que j'avais l'impression de me donner beaucoup de mal, et j'étais content parce que je voyais des jeunes qui mordaient. Le métal, en fait, pour moi, c'est quand même mon métier de base, c'est quelque chose qui est difficile. C'est un métier qui est difficile parce que c'est bruyant, ça pue, c'est salissant, et c'est pas intéressant. C'est pas valorisant comme le bois. C'est pas comme un menuisier. On dit je suis métallier, le menuisier dit je suis menuisier. Oui, je suis métallier. Bon, alors, si vous voulez, les jeunes qui rentraient dans mon atelier, je trouve qu'ils avaient du cran. Moi, je les respectais, parce que je savais que s'ils étaient dans cet atelier-là, ils auraient pu aller à l'atelier cuisine, faire des crêpes, ils auraient pu aller à l'atelier horticulture ou autre. Ils étaient en métallerie, je ne comprenais pas pourquoi. Après, je comprenais au fur et à mesure, mais je ne comprenais pas pourquoi, mais j'avais du respect pour eux. Et j'essayais de leur enseigner vraiment des combines, mais comme moi j'avais appris, je me suis revu après quand j'étais jeune, quoi. Et tout ce que proposait l'IM Pro, à l'époque, cet institut médico-professionnel, c'était en fait une direction ESAT. Et c'est pas des jeunes, c'était des jeunes mineurs, mais qui n'étaient pas reconnus handicapés. C'était, voilà, ils avaient vécu des galères ou fait vivre des galères, mais ils n'avaient pas de reconnaissance TH. Et à l'époque, je sais que eux le vivaient mal parce qu'ils avaient visité déjà des ESAT. Ils le vivaient mal, ils voyaient bien à peu près les personnes qui étaient en ESAT, les jeunes comme eux qui étaient en ESAT. Et ils le vivaient mal, et moi je le vivais mal parce que je me disais, mais en fait tu te casses la nénette pour leur donner vraiment de quoi presque travailler comme un apprenti en métallerie, pour ce qui me concerne, après le menuisier, etc. Pourquoi? C'est pas la peine, ils vont de toute façon en ESAT. Donc j'avais demandé j'avais été voir le directeur et je lui ai expliqué, je lui ai dit, moi j'aimerais travailler sur quelque chose qui les met plus vers un emploi au milieu ordinaire, mais pas dirigeant en ESAT. Et à l'époque, donc, il m'avait parlé d'un projet de cette association qui voulait monter un ESAT hors les murs. Un ESAT hors les murs, c'est, au lieu d'être dans un établissement, c'est en fait des ESAT qui sont complètement incorporés dans les entreprises. C'est-à-dire que les jeunes handicapés vont faire leurs 35 heures complètement dans l'entreprise, au milieu des autres ouvriers. C'était un concept qui venait dans les années, je crois que le ministère a dû en parler dans les années 2000, pour justement favoriser l'inclusion justement des personnes handicapées dans les milieux ordinaires, parce qu'on s'était aperçu que les CAT normaux, CAT, Centre d'aide par le travail, avant les ESAT, en fait, ça n'avait jamais fonctionné, c'est ce que dit Thibault, ça n'avait jamais fonctionné, et quasiment personne d'un CAT n'était sorti pour aller au milieu ordinaire. Donc, ils avaient pondu là-haut, les ministres, qu'on allait faire des ESAT hors les murs. L'idée me plaisait bien, moi, parce que dans mon projet que je disais tout à l'heure, de les mettre en milieu ordinaire, c'était ça, c'était plutôt leur apprendre dans une entreprise, parce que voilà, ils n'étaient pas parqués ensemble, et puis dans un truc où ils allaient faire toute leur vie jusqu'à leur retraite sans jamais aller travailler, et voilà, ils allaient enfin faire partie de la société. Voilà. Et donc, alors ça a mis quelques péripéties, parce qu'en fait, cette association-là, elle n'avait jamais eu des ESAT, elle s'occupait des jeunes mineurs, mais pas du tout de jeunes handicapés. Ils avaient des problèmes sociaux, mais ce n'étaient pas des reconnus TH, travailleurs handicapés. Et donc, ça a mis un certain temps. Alors, en attendant, moi, on m'a essayé de me mettre sur une voie de garage. J'ai accepté la voie de garage, j'avais été sur un petit atelier ou autre. Et puis, avec les mêmes jeunes, mais sur un atelier excentré. Et puis, à un moment, les ZAD, donc hors les murs, c'est monté. Alors, il y a eu quand même beaucoup de mal pour me faire
pour me prendre comme moniteur d'atelier, parce que je pense qu'en fait, il souhaitait pas quelqu'un du social, et il souhaitait pas quelqu'un qui ait un passé éducateur technique. L'éducateur technique, c'est quelqu'un qui a... moi, j'ai pas fait la formation, j'ai appris sur le tas. Mais sinon, c'est une école d'éducateurs, comme l'éducateur spécialisé, par exemple. Et l'éducateur technique, donc lui, il a une grosse vision sociale de la personne qui est en face de lui. Le technique, en plus, il amène le métier. Je pense que pour les apps qui voulaient monter, le directeur et puis ses sbires voulaient quelqu'un qui n'ait pas trop le côté social, qui ait plus le côté ouvrier. Moi, je l'avais, mais j'avais trop le côté social. Et surtout qu'en plus, je venais de passer un certain temps, 8 ans, parce que j'ai démarré en 2008, les Ators les Murs, et j'ai commencé en 2000 à l'IM Pro, donc je venais de passer 8 ans en tant qu'éducateur technique. Donc pour eux, ça les embêtait un peu. J'ai dû me battre. C'est même là que je suis entré dans un syndicat, parce que j'ai senti que la promesse qu'on m'avait fait de travailler sur les ZAD, ça allait me passer sous le nez, donc j'ai dû me battre un peu, et finalement, j'ai été accepté comme moniteur des ZAD. Donc le moniteur des ZAD, ça ne changeait pratiquement pas. Pour moi, ça ne changeait pas. C'est juste que vis-à-vis de, comment je dirais, pas de l'éducation, de la formation, un moniteur des AT, il va avoir moins le côté social. Il y a un petit peu dans sa formation professionnelle, mais il va aller à l'école aussi, mais le côté social va être allégé. Il aura plutôt, lui, le côté sur la personne handicapée, comment la prendre en charge, comment l'accompagner. Mais voilà, c'est pas tout à fait reconnu à la même valeur, même le diplôme n'est pas reconnu à la même valeur qu'un éducateur technique. Mais pour moi, ça ne change rien, ni encore moins sur ma conscience professionnelle, je veux dire. Alors, si je parle trop, tu m'arrêtes, hein. Parce que vous me dites si vous voulez si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, parce que quand je suis parti, je suis parti. On l'a fait en commun. Et donc, alors cet ESAT les murs là, il avait 3 ateliers qui ont été montés en même temps. Donc il y avait un atelier, c'était conditionnement des produits frais, c'était à une énorme plateforme logistique des magasins Super U dans le Calvados, à côté de Caen. Et donc il y avait là une dizaine de jeunes qui travaillaient avec une monitrice, qui n'était pas du tout du social ni même diplômée. Elle venait, je crois, de passer un diplôme de, comment on dit, pas les caristes, ceux qui dans les magasins agencent un peu les flux, etc. Logistique. Voilà, logistique, voilà, elle avait son diplôme de logistique, et elle ne connaissait pas du tout le public qu'elle allait avoir et rien, bon, on l'a embauché, hop. Donc eux, en fait, ils travaillaient le soir jusqu'à 22h, enfin l'après-midi et le soir jusqu'à 22h, et les produits frais, c'est-à-dire qu'ils travaillaient dans un immense hangar qui était un frigo, qui travaillait à 4 degrés, et tous les produits de la mer, donc les huîtres, le poisson surgelé, les crevettes, etc., tout ce qui est surgelé, ils le préparaient sur des palettes pour le mettre pour remplir des smirmorques qui roulaient toute la nuit et qui allaient livrer tout le Grand Ouest de la France. Donc c'était un immense truc logistique. Quand cette jeune femme-là a été embauchée, on m'a demandé, moi justement, mon atelier dont je vais vous parler n'avait pas encore commencé, donc on m'avait demandé de faire un mois avec elle pour la seconder. C'est là que je me suis aperçu justement, par exemple, qu'elle n'avait pas de connaissance du public, en fait, hein, ni des problèmes qu'il peut y avoir, des fois de relations, de violence ou autres entre des jeunes, qu'on peut avoir nous aussi, des fois dans le travail. Hein. Et donc j'ai été l'aider pendant un mois. Qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Donc c'était assez pénible. Ils avaient une formation de caristes, les jeunes, travaillaient avec des sortes de transpalettes électriques, mais très longs, pour pouvoir prendre 3 palettes d'affilée. Et ils travaillaient au robot, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient un casque continuellement, et avec un micro, et en fait, un ordinateur leur disait, vous allez vous placer devant telle palette. Alors il y avait des grosses palettes, par exemple, plein de caisses de crevettes, plein de caisses de homards, des caisses de poissons, etc. Vous allez vous placer devant telle palette, vous prenez 3 colis, hop, ils prenaient les colis, et vous allez les mettre sur telle palette de tel magasin. Voilà, ils préparaient les commandes, en fait, de chaque magasin du Grand Ouest, comme ça, continuellement. Donc ils avaient eu la formation avec leur micro et leur truc, là, et puis pour conduire le transpalette. Mais ils travaillaient, je vous dis, jusqu'à 22h le soir, parce que, en fait, les smirmorques, ils roulent la nuit. Et c'était du fini parti, c'est-à-dire que si jamais ils avaient fini, tous ensemble bien sûr, leur commande avant, enfin c'est-à-dire que le grand hangar en fait était vide,
que toutes les palettes des magasins étaient remplies, ils pouvaient partir. Si par contre, le fini parti, ça marche que si par contre c'est pas fini, alors vous travaillez avec votre salaire. Là, vous travaillez pour vous. Je peux vous dire que j'y étais un mois, je les ai jamais vus partir avant. Voilà. Par contre, c'est arrivé qu'ils finissent à l'heure pile, parce qu'après il y avait aussi le nettoyage du local, hein, du hangar et tout, vider les palettes, enfin plier les palettes vides, etc. Ça faisait partie de leur job, ça. Mais bon, c'est peut-être arrivé, moi je les ai jamais vus partir à temps. Hein. Donc ils partaient vers 22h tout le temps, que ce soit l'hiver ou l'été. Donc 16h, 22h, je crois que c'était ça, ou 15h, 22h, quelque chose comme ça. Ça, c'était l'atelier Super U. Alors un autre atelier, c'était aussi de la mise en carton. C'était une grosse quincaillerie, s'appelle le Galet Bouchard, une grosse quincaillerie industrielle qui vend des outils, aussi bien des outils à main que des outils électroportatifs aux artisans et aux entreprises. Et donc le Galet Bouchard, alors il y avait un grand hangar avec des tapis roulants sur billes, là, et en fait ils recevaient des petits colis d'outillage à main ou d'outillage électroportatif, et eux ils préparaient là j'ai pas fait de stage donc je peux pas tout vous détailler, mais j'y étais quand même, j'ai visité. Ils préparaient les commandes donc un artisan qui avait besoin de, je sais pas, 3 scies à métaux, 5 perceuses, etc. Donc là c'était des colis plus petits, c'était une ambiance moi qui m'avait l'air plus chaleureuse parce que c'était déjà on travaillait en plein jour et puis je veux dire à 20 degrés quoi, température ambiante. Hein. Donc le moniteur, c'est aussi quelqu'un qui n'avait pas de formation spécifique. Je crois que c'était quelqu'un, il avait des problèmes de santé. Il avait été obligé d'arrêter pour des problèmes de santé. Et je crois qu'il faisait ça avant. Il devait être non, il était en papeterie. Il travaillait dans une papeterie et qui avait été licencié. Il y avait un mouvement social chez Auberture qui faisait aussi des almanachs, je crois. Il travaillait avec les ESAT, Auberture. Ouais, et donc il avait été licencié à la suite du plan social et donc il avait été recasé là, comme moniteur d'atelier. Pareil, il n'avait pas non plus de formation spécifique du travailleur handicapé. Enfin à l'époque, après peut-être qu'après dans les raisons on a eu. Moi, mon atelier, c'était chez Renault Trucks. Alors, à côté de Caen, il y a une usine Renault, mais Renault poids lourd. On organise Renault Trucks. Donc, ils fabriquent les cabines des poids lourds, alors pas la caisse qui est derrière, pas la caisse du SMI, mais c'est-à-dire la cabine avec le châssis. Ils sortent comme ça, cabine, châssis. Et après, ils vont chez les carrossiers pour recevoir l'arrière, quoi. Donc, c'est une usine où il y a à peu près, je crois, 1600 salariés. Ils font absolument que les poids lourds, pas du tout les voitures. Donc ils montent les cabines sur les châssis avec les moteurs, tout prêt à partir, et la peinture, tout, ça arrive en pièces détachées de partout, de toute l'Europe, et ça repart sur ces 6 roues. Quoi. Donc nous, notre rôle là-bas avec les gars, en fait les pièces détachées des camions, quand ils vont être construits, elles arrivent de toute l'Europe, peut-être même du monde entier. Et ces pièces détachées-là, elles arrivent dans ce qu'ils appellent des contenants. Les contenants, c'est des espèces de structures en fer, en ferraille, avec de la mousse, avec des verrous, et qui sont chargés là où est le fabricant, de toutes les pièces détachées. Par exemple, il y a quelqu'un, je ne sais pas moi, j'étais en Belgique, par exemple, il va fabriquer tous les pare-brises de camions, enfin de tels camions. Bon, il aura des contenants spécifiques, lui, pour, mettons, 35 pare-brises de camions. Alors évidemment, ça va être bien adapté aux pare-brises de camions, avec la mousse, avec des verrous, pour que pendant le transport, soit par train, soit par camion, ou pour les pièces qui viennent de plus loin par bateau, ça ne soit pas choqué et que les pare-brises n'arrivent pas à casser. Alors, je vous dis les pare-brises, mais c'est aussi les rétroviseurs, c'est les roues, c'est toutes les pièces détachées en fait. Et en fait, ces contenants-là, leur fonction elle est essentielle, parce qu'elle doit protéger les pièces, bien sûr, pendant tout le transport, pendant les milliers de kilomètres. Mais ils sont choqués par les caristes, ils sont choqués par le transport, donc des fois les verrous ne fonctionnent pas, les mousses qui servent à caler les pièces sont arrachées. Donc en fait, nous, on devait remettre ces contenants-là en état de fonctionnement, pour qu'ils fonctionnent comme quand ils ont été fabriqués à neuf, quoi. Alors au départ, dans cet ESAT-là, ce n'était pas ce qui était prévu. Quand Renault n'avait jamais eu, il avait eu, je l'ai appris après, ils avaient eu quelques travailleurs handicapés qui venaient d'un ESAT extérieur, qui faisait un peu le balayage du site.
Et quand mon directeur a marchandé, c'était même pas lui, c'était un directeur avant qui est reparti, quand il a marchandé auprès de Renault pour proposer cette ESAT hors les murs, là, eux en fait ce qu'ils voulaient faire, c'était un peu ça. C'était que on arrive avec un moniteur, on va faire 35